Hong fixés sur leur sort demain après la proposition française d'accueillir ces 2500 Vietnamiens. Raymond Barre tape du poing sur la table, le déficit de la sécurité sociale est insupportable. Le Concorde en vedette, c'est Alain Delon qui le pilote, ce sont les Américains qui font le film. Comment va l'université? Alice Saunier-Sété est l'invité du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les quelques 2500 réfugiés toujours entassés sur le pont du cargo Hai Hong au large de la Malaisie sont peut-être arrivés au bout de leur cauchemar. Demain, en effet, les autorités malaisiennes vont examiner la proposition de la France, c'est-à-dire l'accueil sur notre territoire de tous ceux qui en font la demande. L'ambassadeur français en Malaisie a précisé que priorité serait donnée à ceux qui ont des parents en France ou qui parlent le français. Ils s'ajouteront ainsi aux 60 réfugiés vietnamiens que la France accueille chaque mois en provenance de Malaisie. La France qui pour l'instant reste le seul pays avec le Canada à avoir bougé, à tel point que des Vietnamiens ont manifesté devant l'ambassade de Paris, à Paris, comme ils l'avaient fait il y a 2 jours devant l'ambassade de Malaisie. 3 semaines que 2500 hommes, femmes et enfants naviguent sur le Hai Hong, ce cargo fantôme dont personne ne veut. Ils ont fui le Vietnam à bord de tout ce qui flottait et se retrouvent aujourd'hui perdus au large de la Malaisie, 3 ans après la réunification des 2 Vietnams. 2500 hommes, femmes et enfants, victimes de ces Chinois de Hong Kong ou de Singapour, qui leur ont fait payer jusqu'à 10 000 francs le droit de passage. Victimes des autorités malaises qui savent, si le Hai Hong débarque sa cargaison, que 3 autres navires quitteraient aussitôt le Vietnam chargés de nouveaux réfugiés. Or, autour de Kuala Lumpur, 20 000 Vietnamiens s'entassent déjà dans des camps. Victimes enfin des conditions inhumaines dans lesquelles ils sont transportés, au manque d'eau et de vivres, sont venus s'ajouter le typhus et la malaria. C'est un cauchemar qui devrait donc en principe se terminer assez rapidement. Demain matin, en effet, l'ambassadeur de France en Malaisie va présenter l'offre française d'accueillir les réfugiés aux autorités de Kuala Lumpur et dans 2 ou 3 jours, tout devrait être fini. L'odyssée du Hai Hong sera terminée, mais déjà une nouvelle crainte a surgi. Saisissant l'occasion et profitant de la publicité donnée à cet événement, les trafiquants chinois s'apprêteraient à se lancer dans l'exploitation systématique de ces cargaisons humaines. Ils sont en effet des milliers et des milliers au Vietnam à attendre une place hypothétique dans ces cargos de la détresse. Deuxième préoccupation internationale de l'Elysée aujourd'hui, les propos tenus récemment par Helmut Schmidt et Willy Brandt sur un éventuel élargissement des compétences de l'Assemblée parlementaire européenne. Sans les citer nommément, Pierre Hunt, le porte-parole de l'Elysée, a regretté ces déclarations. Déclarations qui, a-t-il dit, ne peuvent apporter qu'un élément de confusion très préjudiciable au bon fonctionnement des institutions communautaires. Mais ce n'est pas si souvent que Paris fronce le sourcil en se tournant vers Bonn. Alors, Georges Bortoli, peut-on parler de refroidissement entre les 2 pays? C'est peut-être un peu rapide. Disons qu'il est notoire que les hommes politiques français, que des hommes politiques français, comme M. Debré par exemple, redoutent que l'Assemblée européenne, une fois élue au suffrage universel, ne puise dans ce supplément de majesté, en quelque sorte, la tentation d'accroître ses pouvoirs et même, pourquoi pas, de prétendre à une espèce de pouvoir législatif supranational. À ces craintes, le chancelier Schmitt a indiscutablement apporté un aliment en déclarant lundi soir, eh bien oui, le Parlement européen, une fois élu, se sentira suffisamment légitime pour fixer ses propres droits. D'où la double réponse française, celle du ministre des Affaires étrangères hier, celle de l'Élysée aujourd'hui, rappelant que les pouvoirs de l'Assemblée européenne ont été fixés par le traité de Rome et qu'il n'est pas question de les étendre sans un accord unanime des 9 pays intéressés. La France n'est pas seule parmi les 9 à défendre cette position. Les gouvernements britanniques et danois ont une position semblable. Il n'en reste pas moins que le sommet qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement européens les 4 et 5 décembre à Bruxelles sera extrêmement important, puisque, notamment, on aura l'occasion d'y débattre de cette question au fond. Donc, si vous voulez, 4 et 5 décembre, c'est une première date. On peut en ajouter une seconde, celle du 21 novembre, où le président de la République sera très longuement interrogé sur ces questions européennes. Alors voyons maintenant avec Michel Meyer, notre correspondant en Allemagne, quelles sont les raisons qui ont poussé le chancelier Schmitt à faire ces déclarations, disons, un petit peu détonnantes. Michel Meyer, à Bonn. Mon impression est qu'il parlait comme un homme politique allemand dont le problème principal est en effet de réveiller l'intérêt de ses électeurs pour une Europe communautaire
qui a toujours été un peu une sorte de nation de substitution pour des Allemands qui, depuis 1945, vivent dans des États divisés et pour qui l'Europe est en quelque sorte un nouveau mythe national. Et à mon avis, si l'on ne tient pas compte de ce facteur de politique très intérieur allemand, on ne comprendra jamais rien aux trémolos supranationaux de la politique européenne de Bonn. Le commerce extérieur français se porte bien, à nouveau un excédent au mois d'octobre, un excédent de 720 millions de francs, en tout cas plus de 2,5 milliards depuis le début de l'année, alors qu'au cours de la même période, mais en 1977, on enregistrait un déficit de plus de 10 milliards. Voilà, dit le ministre Jean-François Degnaud, qui nous confirme pleinement les effets de la bonne tenue du franc, ce qui nous permet de modérer le coût de nos importations. Alors évidemment, on ne peut pas parler d'excédent pour la sécurité sociale. Le déficit devient vraiment dramatique et Raymond Barre vient d'annoncer aujourd'hui, dans une interview au quotidien La Croix, qu'une série de mesures pour le résorber doivent être arrêtées dans les jours qui viennent. Alors question Philippe Sassier, les assurés sociaux doivent-ils s'attendre à un coup de frein sur les prestations et sur les remboursements? Écoutez, pour l'instant, aucun droit acquis, aucune prestation sociale n'a été officiellement remise en cause par le Premier ministre. Mais l'avertissement de Raymond Barre n'en est pas moins solennel, ça ne peut pas durer, dit-il. En fait, le problème tient en 2 chiffres cette année. Le déficit de la sécurité sociale sera à peu près de 3 milliards de francs. L'an prochain, il dépassera probablement 10 milliards de francs. Alors il y a 3 points à retenir dans les déclarations de Raymond Barre. Le premier, les prestations sociales ne peuvent pas augmenter plus vite que la production. En clair, avec la crise, la France gagne moins d'argent et elle doit faire, elle aussi, un peu plus attention à ses dépenses sociales. La seconde, eh bien le trou de la sécurité sociale ne sera pas indéfiniment couvert par le déficit budgétaire. En clair, l'État ne veut pas mettre toujours la main à la poche pour terminer les fins de mois difficiles de la sécurité sociale. Enfin, troisièmement, un dossier explosif, celui de la retraite. Le nombre des actifs, c'est-à-dire celui des gens qui cotisent, va petit à petit diminuer alors que le nombre des personnes âgées va augmenter. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, premièrement, le gouvernement va étudier avec les partenaires sociaux des solutions. Deuxièmement, quelles que soient ces solutions, eh bien, on peut penser que la sécurité sociale et aussi la retraite va coûter un petit peu plus cher aux Français sous une forme ou sous une autre. Et puis, il faut quand même remarquer que Raymond Barre adresse aux Français un avertissement là aussi. S'il vous plaît, faites attention à vos dépenses de sécurité sociale. En tout cas, une bonne amorce pour le débat que Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel doivent avoir le 27 novembre dans Carte sur table avec le ministre René Monory. La baisse du dollar dont je vous parlais tout à l'heure et qui nous est favorable dès lors qu'il s'agit d'acheter en dollars, par exemple le pétrole, nous devient franchement défavorable dès lors qu'il s'agit de vendre aux États-Unis. Et Airbus en sait quelque chose qui vient tout à l'heure d'en faire les frais. Un manque à gagner de 3 milliards de dollars dans un marché que vient d'emporter Boeing, qui a réussi à placer près de 100 appareils à 2 des plus grandes compagnies américaines, Delta Airlines et American Airlines. Le premier constructeur d'avions civils du monde vient de réagir violemment aux percées de l'Airbus européen sur le marché américain. 92 avions, 50 vendus, 42 en option pour 2 des principales compagnies américaines du dernier né de la famille, le Boeing 767. Cet avion, qui n'existe que sur le papier ou en maquette, déjà se vend comme des petits pains. Près de 15 milliards de francs rien qu'hier. Voilà de quoi faire tourner les bureaux d'études, les usines et les hommes. Est-ce la fin du rêve européen de placer l'Airbus aux États-Unis? Théoriquement, non, bien sûr. Pourtant, ces 2 commandes vont restreindre considérablement le marché. Si le reste du monde est toujours accessible aux Airbus, désormais il leur faudra compter avec un sérieux concurrent qui, s'il se vend bien aux États-Unis, se vendra facilement ailleurs. Eh bien, si Airbus n'a plus si bonne cote de l'autre côté de l'Atlantique, renversement de tendance en revanche pour Concorde. Non pas que le supersonique se vende davantage aux États-Unis, loin de là. Et voilà qu'il va devenir la vedette d'un film à sa gloire, produit par le créateur de la fameuse série Airport. Premier tour de manivelle cet après-midi au Bourget, sous les yeux de Georges Bégou. Aux commandes de l'appareil, un pilote pas comme les autres, Alain Delon. Plusieurs milliards de budget, des moyens techniques considérables, Robert Wagner, George Kennedy, Sylvia Christel et Alain Delon au générique pour Concorde. Un film qui fera peut-être rêver d'espoir du côté des chaînes de montage de Toulouse. En tout cas, Alain Delon attendait depuis très longtemps l'occasion de revêtir le costume de pilote. J'avais rêvé lorsque j'étais très jeune d'être pilote, et puis c'était un vœu que je n'ai malheureusement jamais pu réaliser. Mais à l'époque, évidemment, Concorde était déjà encore très loin, on n'y pensait pas, on n'était pas au subsonique.
Alors quel rôle avez-vous dans ce film-là? Eh bien, j'ai le rôle, j'en suis très fier d'ailleurs, du premier commandant de bord de Concorde, dans le premier film sur Concorde. C'est une chose très importante. Et le fait que ce soit les Américains qui fassent ce film, quel sentiment ça vous inspire? Oh, bah, je veux dire, ça aucun sentiment particulier. Je veux dire que ce soit les Américains, le cinéma, c'est le cinéma. Disons que ce sont les Américains les premiers qui ont eu envie de faire un film sur Concorde. Je pense que c'est très important pour le cinéma français, c'est surtout très important pour le Concorde en France et le Concorde dans le monde, parce que ça va permettre à cet appareil d'être mieux connu. En plus, ça va permettre, en fonction de l'histoire aussi, d'en connaître mieux ses possibilités, ses capacités, parce que c'est quand même un film très... Je veux dire, le Concorde va se livrer dans ce film à des acrobaties assez spéciales, puisque le but même du film est de désintégrer, de tuer le Concorde, d'anéantir le Concorde, et il va se livrer à des expériences assez exceptionnelles, puisqu'il est attaqué en l'air par des missiles solaires, et puis par des avions de combat, et il va déjouer toutes les attaques, et il va s'en sortir merveilleusement bien, et le film se termine, je vous passe brièvement pour ne pas vous raconter l'histoire, se termine où il va atterrir d'une façon assez exceptionnelle, puisqu'il atterrit sur la neige. C'est un film d'un tel budget qu'il était difficile d'en assumer la réalisation en France, malheureusement. On sent en vous la fierté de faire ce film, sans aucun doute. On peut dire quelquefois que Alain Delon aime bien faire cocorico de temps en temps. Oui, mais je vois pas le rapport, là, en ce qui concerne le Concorde. Il y a longtemps que le cocorico a été fait, et c'est tout à fait justifié et justifiable. C'est un appareil superbe, je ne suis pas ici pour le vanter ni pour le vendre, mais c'est une évidence, c'est un appareil merveilleux, puis Concorde, c'est le progrès, c'est l'avenir, on ne peut pas renier l'avenir, on ne peut pas rejeter le progrès, et reconnu dans le monde entier, c'est l'appareil, c'est l'avion du XXe siècle, enfin du XXIe siècle, c'est évident. Retour sur Terre pour quelques télégrammes. D'abord l'essence, situation presque normale aujourd'hui sur le front des carburants. De nouveaux dépôts d'essence ont été dégagés par les forces de police à Toulouse ce matin. Il reste cependant quelques gros problèmes dans l'Allier et dans le Puy-de-Dôme. Protestation de la CFDT à la suite de la manifestation de Caen d'hier. C'est l'un de ses membres, délégué du personnel, qui a perdu l'œil à la suite de heurts avec les policiers. La CFDT qui n'ira pas au congrès confédéral de la CGT à la fin du mois à Grenoble. Les conditions ne sont pas réunies, dit son hebdomadaire Syndicalisme Hebdo. 10 mesures pour favoriser l'emploi dans les PME, c'est ce qu'a proposé Jacques Blanc, le secrétaire général du Parti républicain, qui souhaite que le gouvernement aille encore plus loin dans son action. Et le député Jacques Millon est allé présenter cet après-midi ces mesures à Raymond Barre, le Premier ministre. Grève des éboueurs à Lyon, et là aussi, début, comme à Paris, de l'opération aspirateur. Ça veut dire que l'armée a pris le relais des grévistes. Et puis une autre manifestation cet après-midi à Paris. 4000 étudiants ont défilé pour protester contre, je cite, les brutalités policières commises la veille au centre universitaire Tolbiac. Pas d'incident à signaler. Les étudiants s'étaient mis en grève ce matin pour réagir à l'intervention des forces de police. Voilà qui montre, dit le mouvement d'action syndicale, de quelle manière Alice Saugné-CIT et le gouvernement entendent appliquer ou faire appliquer le projet de restructuration de l'enseignement. Alice Saugné-CIT qui est ce soir notre invitée. Toute l'après-midi, les députés ont examiné votre budget. Alors à nouveau des incidents dans l'université, ça serait tenté de dire en voyant ces images, et on dresse l'oreille dès qu'on parle d'incidents. Alors est-ce que l'université française est à nouveau en ébullition? Absolument pas. Le président de l'université de Paris 1 a dû requérir la police pour faire libérer le directeur administratif du centre Tolbiac et pour mettre fin aux agissements de groupes autonomes qui ne sont pas des groupes d'étudiants. C'est le président de l'université, dans le cadre de son autonomie et de l'application de l'article 37 de la loi d'orientation, qui a fait appel à la police. Ce n'est pas le gouvernement. Alors, malgré ces petits incidents à Tolbiac, malgré les petits incidents à propos du transfert de Vincennes à Saint-Denis, vous dites que l'université française en 78 n'a pas de rapport avec celle de 68. Il y a 850 000 inscrits dans les universités. Comptez le nombre de groupes qui défilent dans la rue et qui, je vous le répète, ne sont pour la plupart pas des étudiants, mais des groupes autonomes ou des lycéens. Les universités travaillent très sérieusement. C'est d'ailleurs pourquoi le Parlement a voté mon budget cet après-midi et a prononcé des paroles
extrêmement élogieuse pour le travail qui s'accomplit dans les universités. Bien que certains trouvent votre budget un petit peu austère. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Les budgets paraissent toujours austères, on en voudrait toujours davantage. Je suppose que vous préféreriez avoir une rémunération plus importante. Tout le monde est là. Mais ce budget est en augmentation très sensible. C'est un budget de 14 milliards 600 millions. C'est un des plus importants budgets de l'État. Et c'est normal d'ailleurs, puisque c'est le budget des étudiants et c'est le budget de la recherche scientifique. Avec ce budget qui représente de la part de la France un effort considérable comparativement aux autres grands pays scientifiques, il s'agit là d'un effort tout à fait remarquable pour la France. Avec ce budget, nous pouvons faire du très bon travail. On vous reproche un petit peu de demander aux auxiliaires et aux vacataires davantage de travail. Non, absolument pas. Les auxiliaires et les vacataires qui ont été recrutés librement par les universités continueront à faire justement exactement le même travail. Les personnels non titulaires des enseignements supérieurs comme les personnels titulaires sont astreints à la recherche. Ce sont des enseignants-chercheurs et des chercheurs avant d'être des enseignants, puisque l'enseignement doit être fondé sur la recherche. Alors on a gardé, parce qu'on a recruté beaucoup dans les années 60, on a gardé un certain nombre d'assistants qui ne font pas de recherche. Et ceux-là, nous continuerons à les garder, mais en tenant compte qu'ils ne font pas de recherche, donc en exigeant un peu plus d'heures d'enseignement. Car les horaires des enseignants du supérieur, il faut l'expliquer à l'opinion publique, si ce sont des horaires d'enseignement moins lourds que les horaires des instituteurs ou des professeurs du second degré, c'est parce que les enseignants du supérieur doivent assumer la recherche. Ils travaillent assez. Et travailler énormément. Et leurs soi-disant vacances ne sont pas des vacances, ce sont des mois de travail à écrire des livres ou à rester dans leur labo, à faire progresser leurs recherches, à recevoir les étudiants qui préparent des thèses. Le poids de la recherche dans la vie d'un universitaire est un poids très lourd et c'est ce qui justifie les horaires d'enseignement. Alice Saunier-Cité, j'ai bien lu le jugement des députés de majorité dans le point de cette semaine à votre propos. Alors vous avez une bonne place, la 6e, on aime votre courage, mais certains vous trouvent, je cite, un peu facho. On dit que vous êtes une sorte de dictateur en dentelle, en jupon. Oh non, je ne suis pas du tout dictateur, je suis universitaire et très libéral, mais... Vous aimez bien taper du poing sur la table. Mais j'ai un travail extrêmement difficile. Je dois faire marcher une maison qui compte 850 000 étudiants, enfin, ou inscrits en tant que tels, 115 000 fonctionnaires, une maison où doit régner une très grande liberté de pensée. Ce n'est pas facile à mener. Il faut tout de même que ça fonctionne dans l'intérêt des étudiants, dans l'intérêt de la science française. Il faut un minimum d'organisation pour que l'effort que fait la nation pour ce service public particulier des enseignements supérieurs rende le maximum. Alors mon travail n'est pas facile. Pourquoi dès que vous ouvrez la bouche ou presque, vous déclenchez toujours des tempêtes? Ça veut dire qu'il y a une politisation du mouvement professoral, du corps professoral? Non, les tempêtes ne viennent pas de la majorité du corps professoral. Il y a un petit pourcentage de mécontents ou de gens politisés qui ont choisi les enseignements supérieurs comme champ de bataille. Pourquoi? Parce que c'est le milieu des jeunes, c'est le milieu des intellectuels, c'est le milieu des gens qui aiment se poser des questions. Alors c'est un terrain de combat idéal, en particulier pour le Parti communiste. Et je suis la cible favorite au gouvernement du Parti communiste. Alors de temps en temps je réponds, de temps en temps je ne réponds pas. Je dois dire que cet après-midi, les interventions communistes étaient tellement ridicules et tellement remplies de contre-vérités que je n'ai même pas répondu. Je vous remercie d'avoir été notre invité. L'attentat contre une section communiste de Marseille lundi soir, 5 arrestations. Ce soir, il s'agit de sympathisants du Front National, un mouvement d'extrême droite. Je vous rappelle que 5 personnes avaient été blessées, dont une sérieusement. À l'étranger, encore un attentat à Madrid. Un magistrat a été tué devant son domicile. C'est la première fois que les groupes extrémistes s'attaquent à un juge. Celui-ci avait été, sous le général Franco, président d'une juridiction d'exception, le tribunal de l'ordre public.
Chine, 5 dirigeants gardes rouges auraient été exécutés récemment. Le quotidien du peuple a en tout cas indiqué qu'ils avaient déjà été châtiés en vertu de la loi. Et puis Iran, le cabinet militaire du général Azari vient d'être aujourd'hui renforcé par 8 nouveaux ministres civils. Et 10 jours après l'instauration d'un gouvernement militaire, l'Iran semble avoir retrouvé le calme, en tout cas disons un calme de surface. Pour tous ceux qui sont venus au moins une fois à Téhéran et qui reviendraient aujourd'hui, ils n'y trouveraient sans doute pratiquement rien de changé. À croire que ce fameux dimanche, il y a 10 jours, où tout le centre de la ville a été brûlé, saccagé et pillé, n'a pas existé. Téhéran a retrouvé son visage habituel, une ville avec des embouteillages comme il n'en existe nulle part ailleurs. À croire aussi que personne, parmi tous les habitants de cette capitale, ne se trouvait ce dimanche-là à Téhéran. Pourtant, on en avait compté plusieurs milliers, des jeunes et des moins jeunes. Difficile en tout cas pour nous, Européens, de saisir ici toutes les nuances de ce brusque retour au calme, comme si rien ne s'était passé, mais qui cache peut-être beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une organisation, enfin des organisations, qui sont en train de créer une résistance, dirais-je, plutôt passive que militaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comme vous voyez, les grèves vont continuer, s'arrêteront, reprendront, n'est-ce pas? Enfin, on va assister probablement à un genre de résistance à la Gandhi. Méfiance aussi chez les principales victimes des émeutes, les banques. Non pas tellement par crainte que se reproduise le saccage de quelques dizaines de succursales, mais beaucoup plus devant la fuite des capitaux. 50 millions de dollars ont quitté chaque jour le pays depuis le début des grèves. 700 millions de dollars dans les 15 jours qui ont suivi l'annonce de la loi martiale. Aujourd'hui, naturellement, avec ce qui s'est passé, vous avez vu vous-même peut-être, eh bien, les gens ont peur, ils ont sorti leurs capitaux. Et même les étrangers ont sorti leurs capitaux. Vous voyez, les étrangers, ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Parce qu'ils ne se trouvent pas en sûreté. Mais j'en suis certain que ça passera. Est-ce qu'aujourd'hui les capitaux reviennent? Naturellement pas maintenant, mais peut-être dans un an, peut-être, j'espère, ou dans 2 ans. Personne aujourd'hui ne peut dire ce qui se passera demain en Iran. Pas même sans doute les militaires qui gouvernent le pays depuis 10 jours. Personne non plus ne peut dire ce qui se passera en décembre pendant les 3 jours qui peuvent devenir les plus dramatiques pour ce pays. Une simple coïncidence du calendrier. Le 10 décembre, la journée des droits de l'homme dans le monde. Elle aura ici un sens tout particulier. Le 11 décembre, la plus grande fête religieuse chiite. Et le 12 décembre, la grande fête de l'armée. Deuxième journée de la visite en France de M. Kadar, le numéro 1 hongrois. Après une première série d'entretiens hier avec Valéry Giscard d'Estaing, János Kadar a fait connaissance aujourd'hui avec 3 grands de la politique française. Philippe Châtelet. János Kadar a d'abord été reçu à l'hôtel de ville ce matin par Jacques Chirac. Échange de cadeaux et de compliments. Dans son allocution, le numéro 1 hongrois a souligné le rôle important joué par Paris dans l'histoire de son pays, une inspiration pour les artistes hongrois, un refuge pour les exilés. Puis cet après-midi, M. Kadar a reçu pendant presque 1 heure Georges Marchais. La conversation a certainement porté sur l'évolution de l'eurocommunisme et les rapports entre les partis communistes d'Est et de l'Ouest européen. Enfin, c'était au tour de François Mitterrand de s'entretenir avec János Kadar. Là aussi, une discrétion très diplomatique était de règle, M. Mitterrand se contentant de dire que les 2 hommes avaient examiné utilement la situation française et internationale. Michel Poniatowski, ce matin sur France Inter, l'augmentation de la criminalité est due à l'abandon des contrôles du type coup de poing et au laxisme de certains juges à l'égard des délinquants. Voilà qui va faire rebondir la polémique née à propos de la prolifération du phénomène d'autodéfense. Alors ce soir, nous avons voulu chercher non pas les racines du problème, mais sa véritable manifestation, sa première manifestation. Et nous sommes remontés à 1971. Et oui, souvenez-vous, le drame du Narval à La Courneuve, dans la banlieue parisienne. Jean-Marc Ilouz et François Granier sont retournés 7 ans après à La Courneuve. La Courneuve, je le précise bien, un exemple parmi d'autres. 5 mars 1971, au bar Le Narval, le patron tue l'un des clients, un garçon de 17 ans. C'est la première victime de l'autodéfense. Un drame presque au quotidien aujourd'hui dans le monde vertical et anonyme des banlieues dortoirs. 7 ans après, dans les 4000 logements, quartier déshérité de La Courneuve, seul le nom du bar a changé. Bien sûr, la municipalité communiste a construit centres culturels et gymnases, mais voilà 20 ans que sont regroupés ici pêle-mêle, immigrés, rapatriés et les familles les plus pauvres de la capitale. Aujourd'hui, le malaise persiste, l'insécurité
aussi. Ça fait 2 mois que je suis nommé ici à la Courneuve et j'ai eu 4 vitrines de cassées et un cambriolage. Disons qu'à partir de 17h le soir, il faut être présent constamment dans le magasin. Une équipe de jeunes est là et à votre moindre absence, ils font éruption et essayent de vous prendre un maximum de marchandises. C'est-à-dire chocolat, biscuits, de petites choses. Quel âge? Ils ont un âge approximatif de 8, ça commence à 8 ans, de 8 ans jusqu'à 15 ans. D'ailleurs, j'en avais pris un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas chez toi? Ah non, je suis tout seul, ma mère rentre à 23h ce soir, enfin à 11h, comme il a dit. Oh, ma femme s'est fait attaquer pour une histoire de vol dans le magasin. Les jeunes, ils l'ont attendu en bas dans l'escalier. Et je suis descendu. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des mouflets de 12 ans, 13 ans? Ils sont à 4, 5, 6, 10 des fois. C'est tout. Votre fils habite ici? Non, pas du tout. Pour quelle raison? Oh, question... je ne veux pas qu'il prenne la mentalité des gens d'ici, pour son éducation. Que là-bas à la campagne, il a mon père qui est là-bas, et je préfère qu'il soit là-bas. Ici, en tout cas, ils sont près de 7000 de moins de 20 ans, dont bien souvent le seul univers est le béton ou la rue. Et tous n'ont pas la chance, comme ceux-ci, de pouvoir compter sur une présence familiale au retour de l'école. D'abord, on fait le devoir, les leçons. Après, on joue au foot, mais on n'a pas de terrain de foot, on a celui-là. Faut qu'on va loin d'ici pour jouer. On joue ici, les gens qui se plaignent qu'on casse les carreaux avec les ballons de foot et tout ça. Il faut un terrain de foot. Vous avez des parents qui s'occupent de vous, je suppose. Oui. Mais c'est pas le cas de tout le monde, paraît-il. Il y en a qui sont dans la rue. Il y en a qui traînent dans la rue, il y en a qui font les voyous, là. Ça dépend. Est-ce que vous êtes attaché à cette ville? Ouais, pas mal. Mais c'est dégueulasse. Ici, des comités de locataires s'organisent pour nettoyer les bâtiments. Un problème parmi tant d'autres. Selon la municipalité, 20% des chefs de famille des 4000 logements sont inscrits à l'agence de l'emploi et les visites d'huissiers sont fréquentes. Il n'est pas rare de voir que ce sont des jeunes qui vivent auprès de parents où il y a un certain nombre de difficultés. La première, le père qui ne travaille pas, qui a perdu son emploi, qui n'en retrouve pas dans la conjoncture actuelle. Ou bien qui travaille mais qui a un salaire très très faible, de l'ordre de 1800, 2200, 2500 francs, c'est vraiment le maximum. Bon, ça signifie pas de loisirs, ça signifie pas de possibilité d'aller au cinéma, ça signifie pas de vacances pour la plupart du temps. Bon, par ailleurs, les parents sont eux-mêmes pris dans ces difficultés financières, c'est-à-dire qu'ils ont peu de temps pour s'occuper des enfants, et ces enfants sont le plus souvent et pratiquement toujours livrés à eux-mêmes. Or, entre Chahut et Premier Délit, la frontière est souvent mince, et l'on n'a pas toujours les moyens suffisants à assurer la présence d'îlotiers familiers du quartier. Alors ici, on a installé une antenne de la brigade des mineurs, 7 volontaires de la prévention qui vivent 24 heures sur 24 sur le terrain. Notre tâche est de protéger les mineurs contre les adultes, autant dans leur famille que dans la rue, ainsi que contre eux-mêmes. C'est éviter par exemple qu'un gosse qui a commis un vol de vélomoteur ne se retrouve pas dans 10 ans dans le fichier du grand banditisme. Cette mission, la police ne peut l'accomplir seule, car le véritable problème demeure, faire de la ville un point de rencontre et non un carrefour des solitudes. Recommandation 23, rapport Alain Perfit sur la violence. Oui, je vous rappelle que c'est dans un grand ensemble de ce genre qu'un drame de l'autodéfense a éclaté l'autre jour à Caen. Démission du cardinal Jean Guyot, une décision qu'a acceptée le pape Jean-Paul II. L'archevêque de Toulouse, qui est âgé de 73 ans, renonce à sa charge pour des raisons de santé. Il se retirera probablement à Bordeaux, sa ville natale. Mort hier à New York de Margaret Mead, universellement connue pour ses travaux d'anthropologie. Elle était âgée de 73 ans. Et puis la page sportive avec du cyclisme tout d'abord et la présentation de l'itinéraire de la course Paris-Nice, QV 79 en mars prochain. 7 étapes très courtes, vous le voyez, 130 km de moyenne et tous les cracks au départ. Parmi eux, Bernard Hinault, bien sûr, et puis l'autre Bernard, Thévenet.
Les résultats des tests médicaux qu'il a subis ont démontré une très nette amélioration de son état et permettent donc à Bernard Thévenet d'envisager une prochaine saison comme par le passé. Et si tout va bien, il participera même au Tour d'Italie et au Tour de France. Voilà maintenant avec la Transat française et tout d'abord des nouvelles de Fortune qui avait lancé hier un SOS, je vous l'annonçais dans le courant de notre journal. Eh bien, il fait route actuellement sous gréement de Fortune, si je puis dire, vers les Açores. Par ailleurs, Gwenaël Lotodé a dû s'arrêter en Espagne pour être hospitalisé à la suite d'une chute sur le pont de son bateau. Quant au Suisse Fellman, qui était revenu à La Rochelle, il a décidé de se rendre à Pointe-à-Pitre, mais en avion. Alors pour les autres concurrents, la course continue. Le point Henri Bodiguel. Il est difficile de faire un point très précis quant à la position des bateaux sur l'océan après 11 jours de navigation. En sortant du golfe de Gascogne au large de l'Espagne, les concurrents avaient le choix entre deux routes. Celle du nord, c'est la plus directe, elle passe à proximité des Açores, mais présente l'inconvénient de rencontrer des vents souvent contraires. Et puis celle du sud, également appelée la route des Alizés, elle est plus longue et longe la côte africaine jusqu'aux îles Canaries, mais bénéficie de vents arrière qui avantagent principalement les multicoques. Aujourd'hui, et d'après les renseignements communiqués par les concurrents eux-mêmes, Alain Colas aurait déjà effectué le quart de la route entre les Açores et Pointe-à-Pitre, mais on pense que Michel Malinowski, qui n'a pas transmis sa position dans la journée, Malinowski serait légèrement devant Colas et donc en tête de la course. Sur la route du Sud, Olivier de Kersauzon et le Canadien Birch ont dépassé les Canaries et se dirigent maintenant vers les Antilles, mais l'Américain Weld, qui faisait route avec eux, a dû faire demi-tour et revenir vers les Açores. De toute façon, l'Alizé favorable n'est pas encore au rendez-vous où l'attendent les concurrents de la route du Sud. Les conditions de vent sont d'ailleurs les mêmes sur les deux routes, force 2 à 3, c'est-à-dire plutôt faible, en provenance du nord-est. Si le vent se stabilise dans les mêmes conditions pour les jours à venir, tout pronostic pour la victoire reste impossible. On peut seulement prévoir que le record établi en 10 jours par Tabarly sur la même route des Alizés, ce record ne sera pas battu. Hippisme, enfin, pour vous donner la combinaison gagnante du tiercé qui se disputait à Vincennes. La voici, le 14, le 4 et le 20. Rapport pour 5 francs, vous le voyez, un peu plus de 2000 francs dans l'ordre, dans un ordre différent, un peu plus de 400 francs. Et une fois de plus, je dois le dire sans modestie, Pierrette Bresse l'avait donné hier dans l'ordre, en 7 chevaux. Le point maintenant sur la météo avec, comme chaque jeudi, notre spécialiste Laurent Broumène. Monsieur Météo. Oui, de gros nuages ont traversé la France cette nuit et ce matin. C'est donc dire que le temps a changé. D'ailleurs, si vous voulez une preuve, regardez la photographie prise par le satellite Météosat à 6 heures. Cette bande rouge, eh bien, ce sont les nuages. Après leur passage à gauche ou à l'ouest, eh bien, le ciel est en général clair avec quelques nuages passagers. C'est le ciel des prochains jours sur la France, sauf dans le nord-ouest du pays. Voici la carte de demain. De gros nuages sur la Bretagne, la Normandie et du Pas-de-Calais aux Ardennes avec quelques pluies faibles et de la bruine. Des nuages également sur les Alpes le matin, mais le soleil reviendra dans la journée. Ailleurs, eh bien, ma foi, des brumes, des brouillards plus épais dans les vallées et puis après du soleil. Mais ce temps-là, je crois que les gens du centre, de l'est et du sud-ouest doivent en avoir l'habitude depuis plusieurs semaines. Et pour après-demain? Eh bien, samedi, je pense que les pluies et les nuages devraient se circonscrire aux régions proches de la Manche et de la mer du Nord. Soleil, brume, brouillard ailleurs. Pour terminer, un petit mot des températures. Douce là où il y a des nuages et des pluies. Beaucoup plus froide dans l'intérieur. Il faut craindre quelques gelées blanches demain matin dans le centre. Et puis dans l'après-midi, les températures remonteront. 14-15 degrés et même peut-être 18 ou 19 degrés dans le midi. Vous voyez, c'est quand même formidable pour un mois de novembre. J'ai remarqué que vous mettiez souvent des nuages sur la Bretagne, mais il fait souvent beau là-bas. Avant de vous abandonner dans quelques minutes au plaisir des programmes d'Antenne 2, un sondage Sofres publié par Télé 7 jours qui révèle qu'un téléspectateur sur 3 souhaite qu'une chaîne diffuse à 19h20 un autre programme que les actualités régionales. Voilà, 22h45, l'heure de votre tout dernier rendez-vous avec l'actualité, avec Hervé Claude. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente soirée à tous. À demain.